volent parfois, rampent, grimpent, sautent, grouillent aussi. Qu'ils soient considérés comme bénéfiques ou nuisibles, à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours, les scientifiques étudient les insectes sous toutes les coutures. Loin de tout préjugé, les chercheurs voient ici les insectes comme une véritable source d'inspiration et même de solutions pour l'avenir de l'humanité. Nous, ce qu'on essaye de pousser en avant, c'est que les insectes peuvent bien sûr avoir un peu ces aspects bénéfiques ou négatifs sur les sociétés humaines, mais ils peuvent être aussi un réservoir de solutions. Parce qu'ils ont été capables d'innovation au cours de l'évolution pour s'adapter à des environnements changeants. Et l'idée, c'est de capitaliser sur ces capacités extraordinaires à s'adapter pour inspirer des solutions dans les sociétés d'aujourd'hui. Trouver des solutions pour nourrir la planète et mieux respecter l'environnement, améliorer nos technologies et mettre au point des robots encore plus performants, ou utiliser les insectes comme bioindicateurs pour mesurer l'état de santé d'une forêt. Les insectes sont vus ici comme un réservoir à idées sans fin pour sauver la planète. Et donc, par exemple, ça peut être des indicateurs majeurs pour la qualité du milieu. Est-ce qu'une forêt, elle est dépérissante ? Est-ce qu'un écosystème, il est en bonne santé ? Donc ça, c'est tous les bioindicateurs qui vont nous donner des informations sur la qualité de l'écosystème. À quelques mètres de l'Institut, voici une petite parcelle de forêt. Si elle semble laissée à l'abandon, en réalité, il n'en est rien. C'est une zone d'expérimentation où les chercheurs essaient d'utiliser les insectes comme des indicateurs de la qualité de l'environnement. Alors ici, on est dans un îlot de sénescence. C'est une zone de la forêt qui n'est pas gérée. On laisse la forêt vieillir naturellement. On peut voir qu'il y a beaucoup d'arbres morts autour de nous, qui sont à moitié tombés comme celui derrière moi. Et ce type d'arbre, typiquement dans une forêt gérée, il serait coupé pour des raisons de sécurité. Une parcelle bardée d'appareils de mesure. Capteurs photo et audio pour détecter le passage d'animaux comme les chauves-souris ou les oiseaux, et différents types de pièges. Le premier sert à attraper aussi bien du pollen, des résidus de feuilles, de fleurs, de minuscules bouts d'écorce, ainsi que de tout petits insectes comme les moucherons. En d'autres termes, il capture indistinctement tout ce qui circule dans l'air. Il servira à déterminer ce que les scientifiques appellent l'ADN environnemental du lieu. Mais ce drôle de piège n'est pas le seul dans cette parcelle de forêt expérimentale. À quelques mètres de là, les scientifiques ont planté ce qui ressemble à une simple tente de camping. C'est ce qu'on appelle une tente malaise ou un piège malaise. Et c'est un piège qui est standardisé, qui est utilisé partout à travers le monde sur ce modèle-là et qui est très efficace pour collecter des insectes volants. La récolte était plutôt bonne. En général, à cette période de l'année, ce que l'on a beaucoup, ce sont des moucherons, des toutes petites mouches, donc des tout petits diptères. Donc il faut absolument ramener ça au labo et faire les analyses génétiques pour voir vraiment ce qu'on a. Donc je reprends celui-là et j'en installe du coup une nouvelle pour la prochaine semaine. De retour à l'Institut, le chercheur va effectuer une ribambelle de manipulations qui prennent en principe plusieurs jours. Objectif : analyser génétiquement le contenu de l'échantillon prélevé plus tôt en forêt et déterminer les espèces présentes. Une fois qu'on sait de quelle espèce il s'agit, on peut regarder qu'est-ce qui est connu de cette espèce. Est-ce que c'est une espèce qui est rare ? Est-ce que c'est une espèce qui est en danger ? Donc en fonction des espèces qu'on va trouver, on va pouvoir tirer des conclusions sur la santé de l'environnement et peut-être même faire des projections sur le futur. Lorsque l'identification génétique de tous les insectes sera réalisée, les scientifiques seront en mesure de savoir si de nouvelles espèces sont présentes ou si d'autres disparaissent. Et ce n'est qu'à l'issue d'un long processus de comparaison avec les espèces déjà recensées sur place que les scientifiques pourront évaluer précisément l'état de santé de cette parcelle de forêt et de l'environnement. Mais à l'IRBI, ce n'est pas la seule utilité que l'on peut trouver aux insectes. Ici, les biologistes explorent d'autres pistes de recherche. Ils s'inspirent de leur capacité extraordinaire à capter des informations qui les entourent pour améliorer nos technologies. Ils ont notamment, par exemple, des capteurs qui leur permettent de détecter un partenaire sexuel à des kilomètres, par exemple. Et donc, on peut étudier la sensibilité de ces capteurs, essayer de comprendre pour ensuite l'implémenter dans nos propres technologies pour améliorer nos technologies. Quand on envoie un robot sur Mars, il vaut mieux savoir, est-ce qu'il vaut mieux
qu'il ait 8 pattes comme une araignée ou 6 pattes comme un insecte. Donc les insectes qui ont la capacité à se développer dans des milieux particuliers, comme par exemple dans le sable, eh bien, nous donnent des indications sur comment on pourrait améliorer les performances de nos robots, par exemple. Des mini-robots s'inspirant de la marche des araignées d'eau pour détecter d'éventuelles pollutions, des groupes de petits robots volants imitant les essaims d'abeilles pour ensemencer artificiellement des champs, ou encore un minuscule engin copiant la marche du cafard pour rechercher des victimes dans les décombres d'un tremblement de terre. Les insectes excitent l'imagination des chercheurs pour mettre au point de nouveaux outils. Et à l'IRBI, c'est l'équipe de Jérôme Casas qui en charge le biomimétisme. Aujourd'hui, il travaille sur les problèmes d'olfaction en s'inspirant du bourdon. Le bourdon fait de l'olfaction active. Quand il bouge les antennes, c'est la même chose que quand nous, on respire avec le nez ou le chien. C'est pour augmenter le flux d'air et donc le nombre de molécules qui sont captées. Si vous regardez aujourd'hui les robots senseurs de produits explosifs, ils sont tous construits à peu près de la même façon. Il y a des roues pour pouvoir avancer et puis après il y a un nez qui est posé d'habitude sur la tête. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait que ce nez soit mobile et qu'il se mette à bouger pour pouvoir capturer des molécules qui sont très rares. Le bourdon est l'organisme adéquat pour s'attaquer à des questions d'olfaction, ça c'est la partie du biologiste. Et après, il faut avoir cette démarche ingénierie de recouper un problème complexe après l'avoir bien observé et d'être capable de le recréer en laboratoire dans des conditions contrôlées avec des instruments de mesure spécifiques qui sont dans ce cas des lasers qui vont nous permettre de visualiser les flux autour des antennes, de modéliser ceci de manière mathématique pour à la fin arriver à une conclusion biologico-technique. L'antenne, c'est ce point blanc ici, donc qui reflète une partie du laser. Et tous ces points-là qu'on voit ici, c'était les particules qui sont dans l'écoulement. Donc on peut imaginer qu'un point ici, en fait, c'est une molécule d'odeur. Et en bougeant, en fait, ça lui permet statistiquement d'avoir plus de chances de capter ce qui se passe autour. Imaginez par exemple que sur un capteur biomimétique qui serait censé mesurer par exemple de la TNT ou n'importe quel explosif ou n'importe quel produit peut-être dangereux, ça permettrait d'avoir plus de chances d'attraper quelque chose et de découvrir plus tôt la présence de molécules dangereuses. L'antenne du bourdon est très petite et ce qui se passe à assez haute fréquence. Et pour en fait changer d'échelle temporelle et d'échelle spatiale, c'est-à-dire pouvoir avoir des choses plus grosses et pouvoir aller plus doucement, on va passer dans l'huile, parce que travailler dans l'huile, c'est la même chose que d'observer le bourdon dans l'air. Il faudra sans doute de nombreux mois avant qu'un robot détecteur d'explosifs inspiré du bourdon soit commercialisé. Mais mettre au point des robots inspirés par des insectes n'est pas le seul domaine sur lequel les chercheurs travaillent. Ici, ils s'attellent à un autre problème qui nous concerne tous, nourrir la planète sans la détruire. Face à la crise alimentaire mondiale et puis à l'augmentation des populations sur Terre, se pose tout un enjeu de sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, les insectes sont vus aussi comme une potentielle solution, ou en tout cas, ils contribuent à la solution pour l'alimentation mondiale. Et donc, l'élevage d'insectes pour l'alimentation animale ou humaine est quelque chose qui est en plein essor. Et la France est vraiment précurseur sur ces questions-là. À l'IRBI de Tours, les scientifiques se concentrent sur un problème de taille. Améliorer les sources d'alimentation animale tout en préservant la planète. Et la solution qu'ils explorent ici se trouve à quelques mètres de l'Institut, à l'extérieur, dans un simple compost. Je cherche des larves de la mouche soldat noire, qui est un insecte dont les larves se développent dans les composts, alors plutôt en été. Là, je vais voir si j'en trouve quelques-unes qui auraient passé une partie de l'hiver à l'intérieur de ce compost qui reste un peu chaud pour manger la matière organique. Donc là, j'en ai identifié quelques-unes. Voilà. Et on y va. Alors la mouche soldat noire, c'est une mouche apparentée à nos mouches domestiques ou même aux drosophiles. Et c'est une mouche qui n'était pas très intéressante jusqu'à il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle existait, on savait qu'elle était présente en France, mais personne ne s'intéressait vraiment à cette mouche jusqu'à qu'on découvre c'est un formidable organisme de décomposition de la matière organique et que les larves qui sont issues de ces individus-là sont capables très rapidement de transformer la matière organique en un produit qu'on peut valoriser après, en particulier pour l'alimentation animale. En substitut du soja, vous savez que la France et l'Europe est très dépendante des importations de soja,
Et donc là, ça permettrait d'avoir une matière première locale qui serait produite à partir de nos déchets. Et pour fabriquer des protéines qui remplaceront le soja à partir des larves de cette mouche, il faut connaître toutes les étapes de son développement et notamment un moment crucial, la reproduction. Eh bien, ici, on regarde les œufs qui sont pondus par les femelles de la mouche soldat une fois que l'accouplement est terminé. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, nous, au niveau recherche, c'est de savoir comment on pourrait optimiser la reproduction de ce nouvel animal d'élevage. C'est-à-dire qu'on ne connaît rien au niveau biologie, on ne connaît pas grand-chose, et la détermination des paramètres qui pourraient permettre d'optimiser la reproduction, ben, c'est quelque chose qui serait intéressant pour ces filières de production animale. Là, on voit les œufs qui ont la forme d'un grain de riz. La femelle pond à peu près entre 500 et 1000 œufs d'un seul coup. Elle pond tout d'un seul coup. Ça veut dire qu'ensuite, ben, elle a fini sa vie reproductive et ces œufs ensuite éclosent et donnent des larves. Et c'est ces fameuses larves qui sont intéressantes pour l'alimentation animale. Et maintenant, on va aller voir dans l'incubateur comment les œufs se développent et comment les larves grandissent. Donc tout se passe à 27 degrés, en température constante, sans lumière, parce que ce sont des insectes qui vivent naturellement dans des milieux où il n'y a pas de lumière. Et puis cette petite odeur que vous ne sentez pas, c'est l'odeur du substrat végétal en décomposition. Ça sent assez fort, mais bon, c'est le principe de la bioconversion, c'est-à-dire la transformation de matière de type déchet en une matière d'intérêt, en l'occurrence les larves de la mouche soldat noire. Donc on voit ici le substrat, qui est un substrat végétal à base de luzerne, de maïs et de blé, dans lequel les larves vont à la fois manger et vivre. Il faut que le substrat soit habitable pour les larves, et en une quinzaine de jours, les œufs que vous avez vus tout à l'heure, qui sont vraiment tout petits, deviennent des larves de cette taille-là. C'est gros par rapport à des insectes moyens, mais c'est surtout que ça grandit très vite. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cette mouche, c'est que ces larves grandissent très très vite, et donc transforme rapidement de la matière végétale en une autre matière première d'intérêt, en l'occurrence la larve de la mouche soldat noire. Enfin, ultime étape pour mettre au point cette filière innovante de nourriture animale, s'assurer de la bonne santé de ces animaux. C'est un travail de longue haleine que mène la biologiste Elisabeth Erniou, qui travaille en étroite collaboration avec Christophe Bressac. Pour l'instant, on connaît très peu de choses sur les maladies associées aux mouches soldats. Et pourtant, c'est une question vraiment importante quand on veut faire des élevages de grande ampleur. Plus il y a d'individus ensemble, plus on va avoir de maladies qui se développent, comme c'est le cas par exemple chez le poulet. Cette année, on a été beaucoup impacté avec la grippe aviaire. Ici, nous avons une boîte avec des mouches qui, au lieu de rester en vie pendant 4 ou 5 jours et de compléter leur cycle de reproduction, sont mortes avant de pouvoir pondre. Et donc on comprend bien que si dans un élevage on a des mouches qui n'arrivent pas à se reproduire, et ça ne permet pas de boucler le cycle. Et c'est donc un problème économique. Pour mettre en place cette filière d'élevage, il faudra encore de nombreux mois d'études. Mais on le voit déjà, les insectes représentent des solutions aux problèmes de la planète. Les insectes sont peut-être pas forcément l'avenir de l'humanité, mais en tout cas, l'avenir de l'humanité dépend des insectes, ça c'est clair, puisque sans les insectes, pas de pollinisation, pas de production de culture, ou en tout cas pour un grand nombre d'espèces. Et puis, en tout cas, c'est aussi une partie de la solution. Les insectes aujourd'hui peuvent être des sources d'innovation, par exemple pour produire de l'alimentation. Ce ne sera pas la solution, mais en tout cas, les insectes en font partie.